Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 2. Petite histoire de la biodiversité cultivée, partie 2. Industrialisation de l'agriculture et chute de la biodiversité cultivée. Alors, si vous n'avez pas écouté la première partie de cet épisode, sur la domestication et la coévolution, on vous invite à aller l'écouter avant cette deuxième partie pour mieux comprendre de quoi on va vous parler. Alors du coup, Estelle, elle vous a bien expliqué comment avant l'industrialisation de l'agriculture, la coévolution entre humains et plantes, elle a induit une diversification de ces espèces cultivées. Et donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis pour en arriver à avoir perdu ces fameux 75% de diversité génétique annoncés par la FAO. Alors je vais commencer par vous rappeler un petit peu ce que c'est que l'industrialisation de l'agriculture et comment l'agriculture elle a évolué, et puis ensuite on fera le lien avec les semences. Donc on peut dire que l'industrialisation de l'agriculture, elle prend ses racines dans une période qui est assez longue finalement et qui s'étend du XVIe au XIXe siècle. En fait, à cette période, il y a eu une révolution agricole qui n'était pas la première révolution agricole, mais qui a quand même été très importante. Et en fait, cette révolution agricole, elle s'est basée par la mise en place de prairies artificielles sans jachère. Parce qu'il faut savoir qu'avant, et notamment au Moyen-Âge, il y avait beaucoup d'utilisation de jachère, c'est-à-dire qu'on laissait les champs sans culture destinée à l'alimentation humaine, pour en quelque sorte les laisser se reposer, on peut dire. Et donc là, avec des prairies artificielles donc qu'on semait intentionnellement dans la succession des cultures, et puis aussi avec la culture de légumineuses pour nourrir le bétail, on a eu une augmentation de la part d'élevage dans l'agriculture. Qui dit augmentation de l'élevage dit augmentation de la production de fumier, et qui dit augmentation de la production agricole, parce que vous devez sûrement savoir que le fumier c'était utilisé pour fertiliser les sols. Donc pendant cette période, la production agricole, elle a doublé, et elle est donc devenue capable de subvenir aux besoins d'une population non agricole plus importante que la population agricole qui produisait cette nourriture. Et donc c'est là que la révolution industrielle tout court, elle a pu commencer, parce qu'en fait, les gens des villes pouvaient être plus nombreux, parce qu'ils pouvaient travailler en ville et tout en étant nourris par la population agricole. Donc dans la continuité de cette révolution industrielle, si on revient au lien avec l'agriculture, au XIXe siècle sont apparues de nouvelles machines agricoles aussi, qui étaient plus complexes, comme par exemple les moissonneuses, alors pas tout de suite les moissonneuses-batteuses, juste des moissonneuses, ou encore des trieurs à grains. Oui, parce que par exemple, si on prend le cas des céréales, une fois que vous avez fait la récolte, vous récoltez en fait des grains de blé par exemple, mais aussi ils peuvent être mélangés avec d'autres graines, d'autres plantes qui poussent dans les champs en même temps que le blé. Et donc c'était intéressant de pouvoir les trier. Et donc, début de l'industrialisation de l'agriculture avec ces machines, et puis aussi un autre acteur, entre guillemets, entre en jeu là-dedans, c'est la mondialisation, qui était déjà bien avancée au 19e siècle. Et ça a eu un impact en fait sur l'agriculture, parce qu'il y a eu une grave crise agricole qui a eu lieu suite à l'importation de denrées agricoles à bas prix, notamment venues des États-Unis, et qui ont un peu bouleversé l'agriculture européenne. Et donc il fallait aussi essayer d'augmenter les rendements, d'utiliser des machines pour produire plus et essayer d'être compétitif vis-à-vis de ces denrées agricoles vendues à bas prix mais qui venaient de plus loin. Et puis, autre événement majeur qui a eu lieu et qui a vraiment eu un impact très important sur l'agriculture et notamment en Europe, je ne sais pas si vous vous en doutez, mais c'est
la Deuxième Guerre mondiale. En fait, là, c'est vraiment, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une révolution agricole très très importante, donc qui a eu lieu dans les années 40-50, grosso modo. Et parce que à cette période-là, l'Europe manquait de matières premières agricoles suite à la guerre, et aussi, chose à laquelle on pense moins, c'est que l'Europe avait besoin de recycler les explosifs, les gaz de combat et les machines type char qui avaient été produits pour faire la guerre. Et en fait, une des façons de recycler ces explosifs et ces gaz de combat, ça a été de les utiliser en engrais et pesticides pour l'agriculture. Et puis de même, les entreprises qui produisaient les machines pour faire la guerre, elles se sont recyclées, entre guillemets, en entreprises de production de machines agricoles. Et donc ces grosses machines, ces pesticides et ces engrais, ils ont permis d'augmenter les rendements à l'hectare de l'agriculture européenne très rapidement. Et donc c'était vraiment une nouvelle ère agricole qui s'est développée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, vous allez me dire, les semences dans tout ça. Eh ben, si on reprend le fil de l'histoire que je vous ai raconté à partir du 19e siècle, et aussi ce qu'Estelle a mentionné quand elle parlait de l'évolution en fait de la vision sur la biodiversité qu'on a eue à partir des Lumières, eh ben, il y a eu aussi une évolution de la sélection des plantes cultivées qui a commencé dans cette lignée-là. Et notamment, il y a eu l'apparition au 19e siècle de grainetiers et de paysans sélectionneurs. Donc les paysans sélectionneurs, en fait, c'était des agriculteurs qui se sont spécialisés dans la multiplication de semences et qui ensuite les vendaient à d'autres agriculteurs. Et il y a eu aussi les grainetiers, qui étaient en fait des gens qui vendaient des semences. Comme par exemple la fameuse maison Villemorin. Et donc ces grainetiers et ces paysans sélectionneurs, ils vont avoir en fait une autre vision de la production de semences parce qu'ils vont se rendre compte que ça peut être un métier à part entière de produire des semences et de les vendre à d'autres agriculteurs ou à des maraîchers. Et donc ces personnes-là, elles vont aussi réfléchir à la sélection, comme je l'ai dit. Et la maison Villemorin, par exemple, elle va débuter les processus de sélection consciente avec la création de la betterave blanche sucrière améliorée, dont la concentration en sucre est passée de 10 à 18% suite à cette sélection, ce qui a permis de localiser une partie de la production de sucre en Europe. Et ces sélectionneurs, comme je l'ai dit, ils ont été très influencés par la vision des botanistes de l'époque, qui avaient entrepris de classer les espèces vivantes pour mieux les connaître, mais aussi d'augmenter en fait notre maîtrise sur ces espèces. Et c'est à cette époque notamment, et plus précisément on va dire fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qu'on va commencer à parler de variétés cultivées, c'est-à-dire qu'on va essayer en fait de classer les plantes au sein d'une espèce en plus petits groupes pour les différencier et les organiser. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est une variété, ce qu'est la définition d'une variété, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter l'épisode 1 de ce podcast où on en parle un petit peu plus précisément. Donc vous l'avez compris, le 19e siècle est une époque vraiment très dynamique en botanique et en sélection des plantes. Et d'ailleurs c'est à cette époque-là aussi qu'on comprend les mécanismes de reproduction des plantes. Parce qu'en fait, jusqu'au 19e siècle, on comprenait pas vraiment tous les mécanismes de reproduction des plantes. La sexualité des plantes, c'était vraiment quelque chose qui était obscur. Parce qu'en fait, il y a vraiment une très très grande diversité de mécanismes de reproduction des plantes et on n'arrivait pas à tout comprendre. C'est aussi à ce moment-là qu'on réentend parler des lois de Mendel. Alors Mendel, c'était un moine botaniste qui a théorisé le concept d'hérédité, donc comme le concept d'hérédité qu'on connaît pour les humains, mais lui, il l'a compris en observant des pois. Et donc toutes ces découvertes, en fait, elles ont induit le passage de la sélection par les agriculteurs et de la gestion des semences par les agriculteurs à d'autres types de sélection, et dont le premier principe de sélection a été la lignée pure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une lignée pure ? Le retour des termes techniques.
Une lignée pure, c'est une population qui est obtenue par une série d'autofécondations successives qui induisent l'homogénéisation de l'information génétique des plantes. En fait, on va faire ces autofécondations et au fur et à mesure, on va épurer la descendance, c'est-à-dire qu'on va regarder la descendance et on va supprimer tous les individus qui ne correspondent pas aux critères qu'on s'est donnés. Et donc, on va pas les reproduire. Et donc, à force, en fait, de faire ces autofécondations, et ben, on va avoir une lignée pure, c'est-à-dire une variété qui est composée d'individus tous semblables entre eux. Et donc juste petite précision, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'est une autofécondation. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais en fait il y a certaines catégories de plantes qui ont leurs organes mâles et femelles sur la même plante et surtout où un individu est capable de se reproduire avec lui-même et il y a d'autres plantes qui n'en sont pas capables. Et ben quand on fait ces séries d'autofécondation, c'est-à-dire que on force les individus d'une population à se reproduire avec eux-mêmes. Et donc cette première technique de sélection, elle réduit de manière importante la diversité à l'intérieur des variétés. Vous vous souvenez, c'est la diversité intravariétale. Donc voilà, première réduction de la biodiversité cultivée au cours de l'industrialisation de l'agriculture. Alors, si on reprend le fil de l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture, vous vous rappelez, la révolution suivante, c'est la révolution agricole qui a eu lieu à partir des années 40 avec la sortie de la guerre et donc industrialisation de l'agriculture à grande échelle dans les pays du Nord. En 1946, en France spécifiquement, il y a l'Institut national de la recherche agronomique, ce que vous connaissez sous le nom de l'INRA, qui est créé pour soutenir le développement de cette agriculture de l'après-guerre qui utilise des pesticides, qui utilise plus de machines. Et donc sa création est vraiment le résultat de la politique de l'État français qui a besoin d'augmenter les rendements de l'agriculture pour nourrir la population française à la sortie de la guerre. Et donc l'un de ces pôles majeurs à l'INRA, c'est le pôle d'amélioration des plantes. Donc ce pôle, il a pour objectif de sélectionner des variétés qui sont adaptées à l'agriculture industrielle qui est en train de se mettre en place. Et donc de nouvelles techniques de sélection vont être développées en plus des lignées pures dont je vous ai parlé. Premier exemple marquant qui est celui du blé. Donc ça dépend de à quel moment vous êtes en train d'écouter ce podcast. Du coup on va faire un petit exercice de visualisation, mais essayez de vous rappeler à peu près quand vous voyez des champs de blé autour de chez vous. Le blé, quelle taille il fait ? Jusqu'où il vous arrive à peu près. Je pense que la plupart d'entre vous vont me répondre à peu près au niveau de la taille ou même en dessous de la taille. Ça dépend de la taille que vous faites. Eh bien, avant l'industrialisation de l'agriculture, le blé tendre, si on parle du blé tendre, il était beaucoup plus haut que ça. Il pouvait même atteindre jusqu'à 1,80 m, mais ça c'était dans des terres vraiment riches. Donc il y a quand même une grosse différence entre en dessous du niveau de la taille qui est à peu près à 80 cm et puis 1,80 m quoi. Mais souvenez-vous, après la guerre, on recycle les explosifs et les gaz. Et l'un de ces produits recyclés, c'est le nitrate. C'est la forme la plus oxydée de l'azote. Et bien vous savez peut-être que les plantes, elles ont besoin d'azote pour pousser. Et donc les apports de nitrate, ils ont permis d'augmenter considérablement les rendements du blé, mais ça a eu aussi une autre conséquence, c'est que les blés, ils étaient nourris avec tellement d'azote très disponible qu'ils finissaient par verser, c'est-à-dire qu'ils finissaient par tomber au sol avant la récolte, et donc ce qui peut faire pourrir le grain ou ce qui rend aussi la récolte très compliquée quand on utilise une moissonneuse-batteuse. Et donc en 1946, alors pas à l'INRA, mais dans un autre centre de recherche qui était un peu dans la même veine que l'INRA, on va découvrir des blés nains au Japon, et donc on va décider de les croiser avec d'autres blés pour raccourcir les blés cultivés. Et ensuite, on va opérer la méthode de sélection par lignée pure pour créer des variétés et ensuite les commercialiser, les mettre à disposition des agriculteurs. Et donc on va se retrouver avec des blés beaucoup plus petits que ce qu'il existait avant. Et puis on peut aussi utiliser des hormones pour raccourcir les blés. Mais enfin voilà, ça c'est pas vraiment une méthode de sélection en soi. Là, je vous ai dit, on a utilisé la méthode de la lignée pure pour créer ces variétés. Mais en fait, il y a des espèces
comme le blé, pour lesquels c'est facile de créer des lignées pures, et pour d'autres c'est plus compliqué à cause de mécanismes de reproduction différents. Je vous avais dit par exemple, il y a des plantes qui sont capables de s'autoféconder, et il y a d'autres plantes où cette autofécondation, elle est soit impossible, soit très difficile, ou alors, des espèces comme le maïs, en fait, il faut 2 plantes distinctes pour que la fécondation ait lieu. Donc pour toutes les plantes qu'on appelle allogames, pour lesquelles cette autofécondation elle est plus compliquée, on a trouvé une autre manière d'obtenir des variétés homogènes. Et là, cette autre manière, et je pense que vous l'attendiez tous, c'est les hybrides F1. Attention, malgré ce qu'on entend souvent, on peut ressemer les graines issues des hybrides F1. Mais si vous récupérez les graines de ces hybrides que vous avez achetés et que vous les ressemez, les plantes qui en résulteront, elles auront majoritairement rien à voir avec les plantes que vous avez eues à la première génération, avec les plantes que vous avez achetées. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont vraiment techniques, mais qui s'expliquent quand même assez facilement. Et donc si ça vous intéresse, on a prévu de vous expliquer tout ça dans un prochain épisode. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire de cet épisode si ça vous intéresse qu'on fasse un ou même plusieurs épisodes sur le sujet. Donc voilà, la lignée pure et les hybrides, c'est un peu la base de la sélection moderne. Et le premier objectif de ces 2 méthodes de sélection, c'est bien d'homogénéiser les variétés, c'est-à-dire d'avoir des variétés au sein desquelles on a des individus identiques. Et vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi ? En fait, on vous a expliqué pendant tout le début de ce podcast pourquoi la diversité c'est intéressant. Et là, on se met à vous dire, non, l'industrialisation de l'agriculture, elle a tendu vers une homogénéisation de la diversité génétique des variétés. Et ça, c'est intéressant dans le système industriel parce que dans ce système-là, on a besoin d'homogénéité. On a besoin d'homogénéité pour beaucoup de raisons. Et je peux vous en citer quelques-unes. C'est notamment que parce que dans l'agriculture industrielle et ensuite aussi dans la transformation des produits issus de l'agriculture à échelle industrielle, on a besoin de travailler à des grosses quantités pour faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire que ça va être plus intéressant, par exemple, de construire un énorme moulin et de moudre vraiment beaucoup de blé, parce que le fait de moudre vraiment beaucoup de blé, c'est que économiquement, ça va être plus intéressant. Et quand on travaille avec des quantités très importantes, c'est compliqué de gérer la diversité. Par exemple, si on prend toujours le cas du blé, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de sortes de blé différentes qui vont par exemple mûrir à des périodes différentes ou qui vont avoir des caractéristiques à la mouture qui vont être différentes. Et du coup, par exemple, s'il y a des caractéristiques de blé différents, on va avoir une farine différente et ça va être difficile à gérer pour les boulangers. Donc il faudrait stocker ces grains et ces farines différentes dans des lieux de stockage différents. Mais en fait, tout ça, c'est trop compliqué. Donc le plus simple, c'est d'avoir des grandes unités de stockage dans lesquelles on met des matières agricoles qui sont très homogènes. Et donc ensuite, il existe aussi tout un tas de méthodes de laboratoire pour accélérer ou faciliter le travail des sélectionneurs. Par exemple, des techniques pour faciliter l'hybridation. Mais de même ça, si ça vous intéresse, dites-le nous et on a prévu de vous l'expliquer dans d'autres épisodes. Donc, on l'a vu, à partir du 19e siècle et avec une grosse accélération dans les années 40, on développe une nouvelle forme de sélection à l'INRA mais aussi dans la plupart des pays du Nord qui devient la spécialité des chercheurs et des entreprises qui font de la sélection. Et donc ça devient plus la spécialité des agriculteurs de réaliser cette sélection, comme ça l'a très longtemps été. Et donc, à cause de ça, ou grâce à ça, on voit se développer des centres de recherche, mais aussi des entreprises qui deviennent des grands groupes semenciers, qui sélectionnent et produisent les semences et qui les vendent aux agriculteurs. Et donc ces grands groupes semenciers, non seulement ils vendent les semences, mais ils vendent aussi tous les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les engrais, les pesticides et les fongicides qui sont nécessaires à la culture des variétés qu'ils commercialisent.
La conséquence de cette politique, c'est vraiment, vous l'avez compris, une hyper spécialisation de la filière agricole, de la production de semences jusqu'à la transformation. Donc on a les sélectionneurs qui sont épaulés par les chercheurs, on a les multinationales ou les grands groupes semenciers qui produisent les semences et les produits phytosanitaires. On a les agriculteurs qui achètent ces semences et dont les fermes elles-mêmes se spécialisent souvent en fonction de leur production. Et puis pour finir, les industries agroalimentaires qui transforment et commercialisent les produits des agriculteurs. Et dans la suite de ce podcast, si vous voulez bien, pour parler de ce système agricole et de cette agriculture qui est liée à ce système, on va parler d'agriculture conventionnelle ou d'agriculture industrielle. Et si tout ça vous intéresse, que vous avez envie de creuser, Estelle et moi, on vous conseille de lire l'ouvrage de Christophe Bonneuil, qui est un historien des sciences, et ce livre, il s'intitule « Semences, une histoire politique ». Vous verrez, c'est super intéressant. Je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, en même temps que l'industrialisation de l'agriculture, on a la mondialisation qui s'intensifie. Tout s'accélère, on échange de plus en plus de produits, qu'ils soient alimentaires ou pas, et comme on échange plus facilement, si on reste dans la logique de l'industrialisation, on n'a plus besoin de produire partout ce dont on a besoin pour vivre et se nourrir. Donc la première conséquence de la mondialisation, c'est une spécialisation de la production agricole sur les territoires. Et donc ça, vous vous en doutez, ça a fortement réduit la diversité interspécifique localement, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre d'espèces cultivées sur un territoire donné. Autre conséquence de la mondialisation et du développement des multinationales semencières, c'est qu'on se met à transporter et à échanger des semences à l'échelle internationale. On peut produire des graines qu'on va ensuite semer dans un autre pays. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais en fait, la France, elle est le leader mondial de l'exportation des semences. Et c'était encore vrai en 2021. Je vous mettrai le lien de l'article en bas de cet épisode qui précise qu'en 2021, c'était encore le cas. La France est toujours le premier exportateur mondial de semences. Et donc, pour régir tous ces échanges de semences, et la production de semences à échelle industrielle, il faut légiférer tout ça. Et la réglementation en France autour des semences, elle est très spécifique. Enfin voilà, il y a une réglementation semences en France. Je vais vous présenter uniquement celle-ci, mais il faut bien avoir conscience que chaque pays, plus ou moins, a sa réglementation semences, même si en Europe, il y a une homogénéisation relative des réglementations semences. Mais par exemple, aux États-Unis, elle est quand même assez différente de celle de la France. Donc aujourd'hui, en France, les semences qui sont commercialisées sont toutes inscrites au catalogue officiel français des variétés. Pour entrer dans ce catalogue, les semences, elles doivent passer 2 tests, la DHS et la VATE. Alors qu'est-ce que c'est que ces termes un peu barbares ? La DHS, ça veut dire distinction, homogénéité, stabilité. Ça veut dire qu'une variété, elle doit être distincte des autres, ça veut dire qu'elle doit être différente des variétés qui existent déjà dans ce catalogue. Elle doit être homogène, donc c'est-à-dire que tous les individus de cette variété doivent se ressembler, et elle doit être stable dans le temps, c'est-à-dire que si vous rachetez cette variété l'année suivante, elle doit se comporter pareil que la première année où vous l'avez achetée. Et la VATE, ça veut dire que votre variété, elle doit avoir une valeur ajoutée, une valeur agronomique, technologique et environnementale ajoutée par rapport aux autres variétés aussi qui sont dans ce catalogue. Légalement, il y a aussi des tests qu'il faut réaliser pour pouvoir commercialiser des semences. Donc c'est de vérifier que les graines que vous vendez, elles germent bien et qu'elles sont aussi sanitairement saines, c'est-à-dire que elles sont exemptes de maladies ou alors qu'elles ont un faible niveau de maladie. Donc ça, c'est en fait pour rassurer un acheteur qui connaît pas son vendeur la qualité des semences qu'il va acheter et qu'elles correspondent bien à ce qu'il veut. Mais vous l'avez compris, ces techniques de sélection et ce cadre réglementaire ont participé à la chute de la biodiversité cultivée. Parce que l'objectif, c'est d'homogénéiser. Donc dans les années 50 et 60, il y a d'ailleurs eu une prise de conscience en fait de ce phénomène. Et donc vous voyez, c'est presque concomitant avec la dernière révolution agricole des années 40-50.
c'est aussi des sélectionneurs en fait qui se sont rendus compte de cette diminution de la biodiversité cultivée parce que eux aussi en fait, même s'ils produisent des variétés qui sont homogènes, ils ont besoin de la diversité qui existait avant l'industrialisation de l'agriculture pour créer de nouvelles variétés. En fait, ils vont un peu piocher dans ce stock-là pour créer de nouvelles variétés. On peut dire à peu près qu'à partir des années 50, mais plutôt 60-70, il y a eu de grandes campagnes de collecte qui se sont mises en place pour aller rechercher en fait les variétés locales qui étaient en train de disparaître au profit des variétés commerciales. Ces campagnes, elles ont été faites partout dans le monde et donc il faut imaginer des stagiaires mais aussi des chercheurs qui sont allés battre la campagne vraiment partout pour récolter des graines de toutes les espèces qui étaient cultivées. Vous vous imaginez bien, c'est un travail énorme. Et c'est pas possible en fait de récupérer toute la diversité que Estelle elle a décrite dans la première partie. Donc il ne récupère au final qu'une toute petite partie de ce qui existait et il la stocke, cette diversité, dans ce qu'on appelle des banques de graines. Et ça aussi on vous en parlera en détail dans un futur épisode parce que c'est vraiment toute une histoire. Donc petit résumé de la situation actuelle au niveau mondial. On a les pays industrialisés, c'est-à-dire qui ont vu en fait cette industrialisation de l'agriculture et qui sont plutôt quand même les pays du Nord. Et donc eux, ils ont très peu de biodiversité cultivée à toutes les échelles de diversité qu'on a vues dans l'épisode 1. Donc interspécifique et inter- et intravariétale. Et les semences de ces pays sont quasiment toutes commerciales. Dans les pays moins industrialisés, plutôt pays du Sud, il y a encore des variétés locales qui sont gérées par les communautés, mais quand même avec une tendance à suivre l'évolution des pays industrialisés. Mais dans un contexte de changement d'agriculture et de changement climatique dont vous avez tous et toutes entendu parler, il y a de nombreux acteurs qui ont souhaité, à partir des années 2000 globalement, retrouver de la diversité dans les champs. Et donc, ils ont commencé à se structurer pour remobiliser et se réapproprier cette biodiversité cultivée. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur l'histoire de la biodiversité cultivée. Vous pouvez trouver les liens de ce dont on vous a parlé dans la description de l'épisode et on se retrouve pour la 3e partie qui racontera le regain actuel de la biodiversité cultivée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous les envoyer. À bientôt dans Cultiver la biodiversité!